Alors, merci beaucoup pour vos participations. Donc, on voit que l'attractivité, pour certaines personnes, c'est l'envie, souhait, fidélité, stabilité. Certains nous parlent également de recrutement, mais aussi de visibilité de l'établissement, de notoriété, d'attirance. Donc, la fidélisation qui revient. Et l'attractivité, c'est ce qui donne envie à un professionnel de rejoindre une structure. On retrouve de nouveau l'attirance, les atouts, la différence positive et de nouveau emploi, recrutement, fidélisation. On voit aussi des choses plus précises, pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. On retrouve l'envie, les valeurs. Là, on nous parle de bon salaire et de travail intéressant. Donner envie, décidément le terme envie, en tout cas, c'est celui qui revient le plus dans ces réponses, envie de travailler, qualité de vie au travail, collaboration. Vraiment, merci beaucoup d'avoir participé. On voit QVT, donc forcément, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est vraiment très varié et très complémentaire. Et du coup, on aura très peu d'apports à faire sur le sujet parce que vous balayez déjà tous les éléments importants. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Et justement, vous avez aujourd'hui avec vous eh bien, 4 personnes qui représentent 2 établissements pour partager au sujet de l'attractivité des métiers et des établissements dans les métiers du prendre soin. Donc, on a Cathy Lebris avec nous, qui est responsable de l'EHPAD mutualiste Les Champs-au-Duc de Saint-Brieuc, et M. Patrick Causer, qui est directeur de l'association Amadeus Aide et Soins, accompagné de Madame Dolou et Madame Moelle. Donc, je vais laisser dans un premier temps Cathy Lebris se présenter et présenter son établissement. Bonjour à tous, donc Cathy Lebris, je suis responsable de l'EHPAD Les Champs-au-Duc sur Saint-Brieuc. Donc, c'est un EHPAD mutualiste qui dépend du groupe Vive. Donc, sur le département, donc, on a Mutualité Retraite Bretagne qui gère 10 EHPAD sur l'ensemble des Côtes-d'Armor, un petit peu dispersés, avec des sites de petite taille, 23, ou un peu plus gros comme le nôtre, 64 places. Donc, sur Saint-Brieuc, nous, on accueille 64 résidents. On a 49 places d'hébergement permanent et 15 places d'hébergement temporaire. Donc, sur le temporaire, on fait des accueils qui peuvent aller de 2-3 jours à 2 mois. Principalement répit de l'aidant, sortie d'hospitalisation, en attente d'un hébergement permanent ou sur des situations un petit peu d'urgence. On a la chance d'avoir un établissement qui est relativement récent puisqu'il a été construit en 2014. Donc, une architecture qui est assez attractive, mine de rien. Et puis, on est dans un quartier assez dynamique, dans le quartier de Cesson, sur Saint-Brieuc. Donc, c'est vrai qu'on a les commerces à proximité, les lignes de bus, ce qui est un gros atout aussi par rapport au recrutement et aux professionnels. Et puis, sinon, ce sont tous des logements individuels avec salle de bain privative, sanitaire, environ 22 mètres carrés. Voilà en gros. Très bien, merci beaucoup Cathy Lebris. Je vais passer la parole à Monsieur Causer, Madame Moelle et Madame Dolou pour présenter également l'établissement Amadeus. Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser d'abord Valérie et puis Odile se présenter, puis après je ferai une petite présentation rapide de la structure. Oui, donc bonjour, je m'appelle Valérie Moelle. Ça fait 11 ans maintenant que je travaille au sein de l'association Amadeus. Donc, je participe du matin au soir à diverses activités, repas, ménage, animation, toutes sortes, tout ce qu'on peut aider dans une personne à domicile. Donc, ça démarre par un petit déjeuner. C'est juste la présentation rapide. D'accord. On reviendra. OK. Donc, oui. Bonjour à toutes, tous. Odile Dolou, auxiliaire de vie sociale depuis 26 ans. Bon. C'est bon. Patrick Causer, je suis directeur général d'Amadeus Aide et Soins. Donc, moi, je suis en poste depuis 2012, 1er avril de 2012. À l'époque, l'association ne s'appelait pas sous ce patronyme. L'association, c'est une émanation de différentes associations, principalement du secteur de l'aide et du domicile. Et donc, aujourd'hui, la taille de l'association, vous voyez, c'est tout le secteur bleu et vert.
On est une association qui est basée sur le Nord Finistère, dont le siège social est à Lesneven. On a aujourd'hui 5 antennes réparties sur Lesneven, Landerneau, Daoulas, Brest, sachant qu'à Lesneven, on a 2 antennes. Et donc, les services, c'est à la fois un service d'aide et d'accompagnement à domicile, qui est le service majeur du fait des différentes fusions que l'on a faites, puisqu'aujourd'hui, on a sur 250 salariés au global, on a 175 aides à domicile, tout niveau confondu, qui interviennent sur les différentes antennes. Pour compléter le service d'aide et d'accompagnement à domicile, on a un service de soins infirmiers à domicile, donc 160 places aujourd'hui, on a 152 places pour accompagner les personnes âgées dépendantes et on a 8 places pour accompagner les personnes en situation de handicap. En complément, on a une équipe spécialisée Alzheimer qui vient compléter effectivement le dispositif du SIAD, donc avec une équipe dédiée à l'accompagnement des personnes atteintes de cette maladie. Et enfin, on a ce qu'on appelle, nous, un service à la personne. Donc, c'est tout ce qui est jardinage, bricolage, tout ce qui est intervention, qui n'est pas régi dans le cadre d'une autorisation avec le conseil départemental. Rapidement, à peu près quotidiennement, 1500 bénéficiaires accompagnés avec l'ensemble des services, nombre de salariés, je vous dis, nombre d'antennes, activités. Voilà à peu près rapidement pour vous. Alors, pour vous présenter Amadeus, sachant qu'Amadeus, juste pour terminer là-dessus, ce n'est pas pour faire plaisir aux compositeurs ni Mozart, c'est tout simplement, c'est un acronyme, ça veut dire accompagnement mutualisé associatif des usagers. C'est un changement de nom qui s'est opéré lors d'une fusion au 1er janvier 2016. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour ces présentations très claires. Donc, les participants au webinaire ont déjà beaucoup parlé sur le sujet lors du question-réponse. Donc, on va vous poser la même question qu'à nos participants et je vais donner la parole en premier à Madame Lebris. Pour vous, voilà, si on vous parle d'attractivité des métiers du prendre soin, ça vous fait penser à quoi? En quoi ça résonne pour vous? Alors, c'est vrai que moi, je vais d'abord juste reprendre. On avait travaillé sur l'attractivité des métiers avec la RACT l'année dernière, donc avec plusieurs professionnels de l'établissement, aides-soignants, infirmières coordinatrices. Donc, c'était des questions qu'on s'était posées du coup en équipe. Donc, c'est vrai que sur l'attractivité du métier, bon, on va reprendre un petit peu ce qui a été répondu dans les questions-réponses, mais c'est vrai que le premier point, je pense que c'était la qualité de vie au travail. Il y avait quand même un lien très étroit entre attractivité et qualité de vie au travail. Donc, dans la qualité de vie au travail, il y avait tout ce qui pouvait être architecture de l'établissement, pouvoir donner envie d'y travailler. Il y avait toute l'organisation et la partie, on va dire, peut-être ambiance entre collègues, avec la direction. Tout ce qui était considération de la personne aussi, la valorisation des compétences. Est-ce que l'entreprise pouvait aussi permettre de monter en compétences ou en tout cas de valider certaines compétences? Je pense notamment à des personnes qui sont agents de service qui souhaitent pouvoir passer leur diplôme d'aide-soignant. Qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir donner pour arriver à cette qualification et cette reconnaissance? Il y a tout ce qui tourne autour de la formation aussi qu'on peut proposer au sein de l'établissement. Il y a évidemment la partie rémunération qui rentre aussi en ligne de compte dans ce métier attractif. Enfin, dans l'attractivité des métiers, et puis tout ce qui va être autour des valeurs de l'établissement qu'on peut porter et comment on les fait vivre sur l'établissement. Voilà, c'était vraiment les principaux items qu'on avait notés, en tout cas, de notre côté. Merci beaucoup. Bien, même question pour l'équipe d'Amadeus. Voilà, qu'est-ce que vous percevez quand on vous dit attractivité? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'attractivité des métiers des établissements dans le prendre soin? Alors, concernant cette question, quand on a préparé effectivement le webinaire, alors forcément, le premier élément qui est revenu, c'était la rémunération. Mais c'est justement parce que nous, on a quand même très peu de marge au niveau de la rémunération en lien avec les conventions collectives qui sont en place, que dans les années qui viennent de se passer, nous, on a travaillé, je dirais, sur d'autres hypothèses. C'était de se dire la rémunération, c'est sûr que c'est un impact, mais ce n'est pas tout. Et donc, ce qui est apparu très rapidement au sein de l'équipe, quand on a travaillé là-dessus, c'était la qualité de vie au travail, à travers différentes choses, comment on peut mieux mixer vie professionnelle, vie privée, comment on peut faire qu'il y ait moins de pénibilité,
Et donc, moi, tous ces éléments de réflexion m'ont intéressé rapidement, puisque en tant que directeur de structure, ce qui est apparu rapidement, c'est effectivement que pour certains corps de métier, il y avait plus de pénibilité que pour d'autres, ce qui engendrait plus d'absentéisme et donc qui engendrait effectivement des difficultés de fonctionnement. Mais au-delà de, je dirais, uniquement cette notion d'attractivité, ce qui est ressorti aussi, c'est aujourd'hui, du moins à Amadeus, c'est le plaisir de travailler en équipe, d'avoir une évolution au sein de l'équipe, d'occuper des postes au sein de l'équipe, que ce soit des postes d'équipier volant ou d'équipier un peu fixe en binôme. Mais c'était aussi, du coup, comment on trouve plus de plaisir dans son métier, comment on développe le relationnel, alors que ce soit le relationnel au sein de l'équipe, que ce soit le relationnel en direction des usagers ou des partenaires avec lesquels on travaille. L'idée, c'était effectivement d'améliorer aussi la communication et de faire en sorte que, à travers nos organisations qu'on met en place, on soit plus attractif. Et ce qui ressort aujourd'hui, c'est que l'expérimentation qu'on a menée uniquement sur une antenne qui est à l'ES-Neuvin, on voit bien que sur ce secteur-là, où moi je suis en forte difficulté sur d'autres secteurs, difficulté de recrutement, sur l'ES-Neuvin aujourd'hui, je n'ai pas de difficulté de recrutement et majoritairement, on a des CV, en plus des CV de qualité qui nous arrivent directement par le bouche à oreille, parce que les salariés savent aussi parler de leur expérimentation, savent parler de leur qualité de vie qu'ils ont au sein de la structure. Du coup, voilà, à peu près rapidement, quand on parle de l'attractivité, voilà à peu près tous les mots qu'on a mis sous cette notion. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je pense que ça, au vu du sondage, au vu de ce que disait Mme Lebris, je pense qu'effectivement, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est très bien. Non, c'est bien, non. C'est vrai que je rejoins M. Cauzard sur le côté de la rémunération où effectivement on est contraint par nos conventions. Et donc, il nous faut vraiment réfléchir avec les professionnels et en accord avec eux. Déjà bien expliquer en fait peut-être un petit peu le financement des établissements, les contraintes qu'on peut avoir puisqu'on a des financements RS ou du conseil départemental. Et après, voilà, essayer de faire le bilan avec eux de ce qui est important aussi. Et on se rend compte dans certains moments où on a fait évoluer aussi notre convention, notamment avec une proposition quand on appelle les gens moins de 24 heures ou 48 heures avant pour un remplacement, de compter 10%, 20% ou 25% en plus du temps de travail qui a été fait. Et, ils peuvent être ou payés par anticipation sur 10% ou alors des récupérations. Et on se rend compte dans 99% des cas que les gens choisissent la récupération et non pas la rémunération. Ce qui veut juste dire que certes, la rémunération est importante. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour valoriser le métier, mais que la prise en compte de la vie de famille et du repos est aussi important dans nos organisations, en tout cas. Je rejoins ce que vous dites là, Madame Lebris. Nous, de toute façon, le constat, il était là. Nous, avec une branche avec des salaires qui étaient figés, enfin jusqu'à la fin de l'année dernière. Globalement, il faut savoir que chez nous, tous les premiers agents qui commençaient dans l'aide à domicile, les 8 premières années, on était immergés sous le SMIC. Alors forcément, on remontait les gens au niveau du SMIC. Mais ça veut dire qu'une personne qui commençait dans l'aide à domicile, comme aide à domicile par exemple, premier niveau, elle savait que pendant les 10 années à venir à peu près, elle n'aurait pas d'évolution de salaire. Donc, ce qui n'était pas donc, et là, par contre, on n'avait pas la main mise. Alors effectivement, nous, on a eu un avenant important qu'on appelle l'avenant 36 dans le cadre de l'avenant 43, dans le cadre de la branche de l'aide à domicile, qui est venu vraiment revaloriser les salaires d'une manière, je dirais, assez conséquente, tout personnel confondu, principalement sur les agents d'intervention. La moyenne, à peu près, c'est 15% d'évolution de salaire. Mais on se rend compte que même avec ces 15% d'évolution de salaire, alors c'est vrai que c'est tout récent, mais ce n'est pas pour ça qu'on a plus de candidatures. Donc, moi, j'en reviens effectivement à ce que vous disiez, c'est que c'est par le biais effectivement des organisations de travail qu'on met en place qu'on doit apporter une attractivité. Et effectivement, nous, quand on en discute avec maintenant les salariés, c'est pas la rémunération vient rarement, je dirais, au premier niveau, c'est vraiment la qualité de vie au travail, c'est comment vraiment j'arrive à concilier aujourd'hui vie professionnelle et vie privée. C'est des éléments qui sont très prégnants dans les discussions que l'on a avec à la fois les élus du CSE, mais aussi avec les salariés de terrain. C'est vrai que le Ségur ne nous a pas lancé des embauches. On n'a pas de candidats.
Merci beaucoup pour ces échanges entre vous qui viennent aussi mettre le doigt sur voilà, qu'est-ce qui va être important pour finalement un être humain qui va au travail. Voilà, c'est sa vie d'être humain. On parlait d'envie, on parlait de vie privée. Et c'est vrai que ce que vous disiez, Monsieur Causer, ça passe par quelque chose de plus objectif, on va dire l'organisation du travail, qui fait que du coup, le travail tel qu'il est organisé, eh ben, il donne envie de se lever le matin pour y aller. Et on voit bien que entre ce que vous dites, Monsieur Causer, et la preuve, entre guillemets, que vous apportez, Madame Lebris, avec ce choix de ne pas toucher ses heures, mais de pouvoir récupérer ce temps de repos avec ses proches, ça démontre bien que ça passe vraiment sur qu'est-ce qui fait l'humain, finalement, qui vient travailler. Alors, du coup, vous avez dit en fait le principal. J'avais prévu quelques éléments de complément par rapport à l'approche vraiment de référence qu'on utilise au niveau de l'ARACT et des partenaires. C'est vrai que nous, on a travaillé sur le sujet de l'attractivité en expérimentant et en accompagnant un certain nombre d'entreprises en Bretagne. Mais c'est vrai qu'on l'a anglais, en fait, par l'approche des difficultés au départ. Quelles sont les difficultés d'attractivité rencontrées par les entreprises? Et ce qu'elles nous ont dit, c'est vrai qu'en premier, elles nous ont parlé de recrutement. Et c'est vrai que le terme attractivité, en cela, il guide un peu d'office vers cette interprétation-là du recrutement. Mais ce n'est pas que ça, l'attractivité, vous l'avez très bien dit, c'est aussi la fidélisation, l'intégration et le maintien dans l'emploi. Et c'est vrai que pour faire la boucle, hein, pour pouvoir attirer, avoir des offres d'emploi qui donnent envie, il faut aussi qu'en interne, les conditions de travail soient suffisamment agréables, intéressantes, pour qu'on puisse mettre des choses concrètes et réelles dans cette fameuse offre d'emploi. Donc, on voit bien que c'est un cercle vertueux qui se met en place quand on travaille d'abord à la qualité de vie et des conditions de travail des personnes qui sont déjà dans la structure. C'est ce qui va permettre aussi, in fine, voilà, de résoudre ces difficultés de recrutement. Et là, ce qu'on vous affiche, en fait, c'est le schéma sur la droite pour dire que c'est vrai que l'attractivité, elle dépend de multiples facteurs qui ne sont pas à la main des établissements. Il y a des facteurs qui sont à la main du territoire, le cadre de vie, la conjoncture, le vivier de main-d'œuvre, à la main des branches aussi, qui peuvent œuvrer sur l'image des métiers, les conditions d'emploi. Mais ce sur quoi les établissements ont la main, pour le coup, c'est véritablement la qualité de vie et des conditions de travail qui sont opérantes dans la structure. Et c'est donc là-dessus qu'il y a le plus de capacité d'action directe, en tout cas. Et c'est en ça qu'on invite véritablement les structures à travailler sur la qualité de vie au travail pour prendre la main sur cette attractivité à leur niveau. Du coup, je vais laisser la parole à Caroline, qui avait des questions également pour nos témoins. Alors, merci déjà pour ces premiers témoignages. Merci à Bénédicte pour le complément sur l'attractivité. Ça nous permet d'avoir une vue globale sur cette attractivité, ce qu'on entend derrière le mot attractivité. Donc, vous nous avez défini ce que vous entendez par attractivité et nous vous en remercions. Maintenant, on aimerait savoir quels sont les leviers que vous aviez actionnés pour favoriser justement cette attractivité dans votre établissement. Et si vous voulez bien, on va commencer par vous, Monsieur Causer, Madame Moelle et Madame Deloup, pour répondre à cette deuxième question. Sur le terme de l'attractivité et comment on a réfléchi. Alors, tout d'abord, il faut partir du constat. Moi, je suis arrivé en 2012, à une période où l'association était en difficulté, à la fois beaucoup de choses un peu difficiles. Et ce qui m'avait vraiment, moi, le plus étonné quand je suis arrivé, c'était que les gens, globalement, ne se parlaient pas, communiquaient très peu. Les gens qui travaillaient au service de soins infirmiers à domicile faisaient une tâche du SIAD, mais ne savaient pas ce que faisaient les aides à domicile. Et inversement, les aides à domicile
ne savaient pas non plus ce que faisaient les gens du SIAT. Donc d'abord, dans ce qu'on a mis en place, nous, localement, c'est d'abord apprendre mieux à se connaître. Et donc, on a aussi bénéficié d'une expérimentation autour de ce qu'on appelle le SPASAT, service polyvalent d'aide et de soins à domicile, l'idée étant de travailler la coordination en interne. Et on a vraiment travaillé sur ces aspects-là, sur d'abord apprendre à se connaître. Et puis après, il y a tout un travail aussi qui a été mené avec les instances représentatives du personnel à l'époque. Moi, quand je suis arrivé, c'était un peu difficile, un peu conflictuel. Après 2 années, on a appris, je pense, à se connaître parce que c'est aussi important. Et aussi, on a appris à commencer à s'écouter. Et puis, le fait que la structure était, je dirais, les grandes fusions n'avaient pas encore eu lieu, le fait que la structure soit encore, je dirais, sur une petite taille, ça nous a permis, moi aussi, rapidement d'aller sur le terrain, d'aller voir les aides à domicile, d'aller voir les soignants, échanger avec eux sur, effectivement, quels étaient les problèmes des uns et des autres. Ce qui est apparu rapidement, quand même, c'est que nos organisations, quelque part, elles sont maltraitantes. Elles sont maltraitantes, je dirais, à plus d'un niveau. Moi, ce que j'en ai vu, c'est qu'on répond d'abord aux besoins de la personne. On dit bien effectivement notre raison première d'une structure d'aide et de soins à domicile, quand on pose la question, y compris aux administrateurs, la première raison, c'est de répondre aux besoins des usagers. Mais du coup, on en arrive à un stade où, à force de vouloir répondre tout le temps aux besoins des usagers dans l'instant, répondre, je dirais, à toutes les sollicitations qu'on peut avoir, je dirais, de la part de ces personnes-là, on en arrive quelque part à être un peu maltraitant en direction des salariés, puisque effectivement, on se rend compte qu'à un moment donné, on répond aux besoins de la personne sans se poser la question de savoir effectivement si la modification de planning qu'on va donner aux salariés, ça va l'impacter d'une manière ou d'une autre. Et donc, en 2018, après une fusion où on a intégré que de l'aide à domicile, la nécessité effectivement de se dire il faut qu'on réfléchisse de travailler un peu différemment à la FECOR. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler sur l'organisation avec une organisation un petit peu innovante qu'on a mis en place sur le secteur de l'Aisne-Vin. Alors, je laisserai après aux aides à domicile ici présentes, que ce soit Valérie Odile, expliquer un petit peu comment elles l'ont vécu. Mais l'idée, c'était de dire on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir des gens qui, globalement, commencent le matin à 6h30 pour certaines, qui terminent à 20h. C'était comme ça presque toute la semaine. Avoir des gens qui sont, entre guillemets, corvéables à merci. C'est-à-dire que l'encadrement les appelait en disant tiens, il faut aller chez Madame Intel, ceci, faut. Alors, effectivement, ça va bien, mais à un moment donné, ça ne peut pas continuer dans l'état. Donc, l'objectif, il était vraiment de se dire il faut qu'on échange avec elle, qu'on voit avec elle. Et puis, de fil en aiguille, quand on a écouté les aides à domicile, il y a des aides à domicile aussi qui ont fait des propositions ou des soignants qui ont fait des propositions par leur organisation. Mais pourquoi on ne fait pas ci comme ça? Pourquoi on ne fait pas. Et donc, ça nous a amené à insister vraiment, ça nous a incité à aller plus loin dans la démarche. Et c'est de se dire, maintenant, il faut y aller. Donc, on a sur l'Aisne-Vin, alors pourquoi uniquement cette expérimentation sur l'Aisne-Vin? L'Aisne-Vin, c'est que globalement, l'Aisne-Vin à l'époque, c'était une petite équipe. On avait 20 ou 22 salariés de mémoire. Donc, ça nous permettait effectivement d'initier quelque chose sur un champ, je dirais, un périmètre plutôt réduit, qu'on était capable effectivement, je dirais, de piloter d'une manière, je dirais, assez optimale. C'était aussi l'occasion, puisqu'on était dans une expérimentation, de se dire on va mettre des choses en place. Si ça ne marche pas, avec une petite équipe, c'est plus facile pour revenir rapidement en arrière et pour réessayer autre chose. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et donc, on est parti, par contre, des besoins des usagers, donc, parce qu'effectivement, c'est quand même ça le cœur de métier. Si on dit aux gens, les aides à domicile commencent le matin à 8h, mais qu'elles finissent à midi, qu'elles reprennent qu'à 14h pour finir à 17h, forcément, il y a un raté quelque part, et qui s'appelle quand même les besoins essentiels de la personne, le repas de midi et le repas du soir. Donc, on s'est dit, c'est comment on peut travailler tout ça. Et donc, on a mis en place un comité de pilotage avec des aides à domicile, avec des membres de l'encadrement, avec des membres du CSE, avec aussi des membres de la direction. Et donc, à partir des besoins, nous, on a recensé l'ensemble des besoins des usagers. Donc, on était de mémoire, on va être sur 328 ou 330 usagers à peu près sur le secteur de l'Aisne-Vin-Plabennec, parce que c'est 2 communes proches l'une de l'autre. Et donc, on a mis tout à plat. Et là, on a vu effectivement où on avait des pics d'activité.
souvent le matin, le midi, le soir, mais aussi il y avait des moments dans la journée où on voyait bien que c'était plus dense entre le matin que l'après-midi. L'après-midi étant souvent une période un peu plus creuse par rapport aux besoins de la personne, qui expliquait effectivement que souvent aussi les salariés avaient des coupures assez importantes dans l'après-midi. Et donc, pour pouvoir honorer leur contrat de travail, c'était de se dire comment on fait. Sur l'expérimentation, donc une fois qu'elle a été, on est parti vraiment d'une feuille vierge. L'idée au départ, c'était de partir. Alors, on a eu une formation avec un cabinet de consultants, avec notre réseau, notre fédération, qui est la Fédération du Nord. L'idée était au départ d'essayer de copier un peu sur ce qui se fait un petit peu sur le soin, sur les tournées du soin, c'est-à-dire qu'on a des tournées au soin, on a des tournées du matin, des tournées de l'après-midi, des tournées du soir qui sont bien distinctes. Et effectivement, le temps de travail des soignantes, il est réparti en fonction des heures. On est parti au départ là-dessus, on s'est rapidement rendu compte que les tournées telles qu'elles étaient là, ça posait des problèmes, mais c'est surtout ça ne nous permettait pas dans l'instant de répondre à l'ensemble des besoins de la population. Donc, il a fallu partir sur une autre dimension. Et donc, c'est là où on est parti sur ce qu'on a appelé l'expérimentation matin-soir. L'idée, c'est effectivement d'avoir des cycles de travail qui soient plus… Alors, quand je dis matin, c'est très réducteur parce que quand on commence le matin, on peut commencer de bonne heure, on peut commencer 6h30, 7h en fonction des besoins. Mais dans ces cas-là, on va terminer systématiquement l'après-midi, 15h30, 16h, avec la pause méridienne qui sera inclue dedans. Et inversement, l'autre équipe qui va commencer l'équipe, ce qu'on a dit, l'équipe du soir, mais elle va commencer souvent en fin de matinée, sous le coup de 11h, commencer sur les préparations des repas, une pause méridienne, et après elle va enchaîner par contre avec jusqu'au soir, ça peut aller 19, 20h, 20h30, 21h en fonction des besoins. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que jusqu'à présent, on était vraiment dans un fonctionnement, une aide à domicile à un usager, avec toute la complexité, je dirais, de répondre au planning. Et donc là, on a décidé de casser un peu ce système et on est passé par des équipes. Donc, on a constitué des binômes. Et sur les binômes, on est en capacité effectivement de demander aux binômes d'intervenir soit le matin, soit l'après-midi en fonction des usagers. Et suivant les besoins des usagers, on peut avoir plusieurs binômes intervenir. Pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi d'échanger au niveau du binôme sur la situation de la personne que l'on accompagne, sur son évolution, sur les interrogations qu'on peut avoir aussi les uns les autres. Et aujourd'hui, souvent les binômes nous feront monter des problématiques. Quand il y a plusieurs binômes qui interviennent au même domicile, il n'est pas rare que régulièrement, dans la semaine qui suit les remontées, derrière, ça donne lieu à une réunion de coordination avec l'ensemble de nos binômes où on fait le point sur la situation des usagers. Donc voilà à peu près les éléments. Où on a été plus loin, c'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment l'organisation matin-soir par binôme toute la semaine. Sur le week-end, on est resté sur un régime un peu différent. On n'est pas sur cette organisation-là. Par contre, on est sur des week-ends de travail, je dirais, choisis à l'avance. On a une planification sur 6 mois qui permet à chaque salarié effectivement de se positionner, savoir quel week-end il veut travailler, quel week-end il ne veut pas travailler. Alors, bien sûr, les choses conventionnelles, on est obligé de les acquérir. Et on a été plus loin aussi dans ce qu'on s'était fixé au départ, c'est-à-dire qu'on a mis en place ce qu'on appelle les semaines blanches, semaines rouges. Globalement, semaine blanche, le planning est sacralisé. On ne rajoutera pas d'intervention à l'aide à domicile. Donc, c'est-à-dire que si une aide à domicile qui est en semaine blanche, elle sait qu'elle commence à 7h, qu'elle va finir à 15h, elle sait qu'à 15h, elle a fini sa journée. Et donc, ça va pas changer. En semaine rouge, par contre, ce qui est acté, donc là, c'est pareil, c'est un calendrier à l'année. Chaque salarié sait qu'il a une semaine rouge à peu près tous les 6 semaines, que dans cette semaine rouge, il est amené effectivement à intervenir en dehors de son cycle tel qu'il est défini. Donc, ça veut dire qu'elle peut être rappelée en général, c'est déjà sur son planning, mais elle peut être rappelée effectivement pour des interventions complémentaires. Donc, voilà à peu près toutes les choses que l'on a mis en place. On a été attentif aussi, je dirais, à ce que quelqu'un ne fasse pas que du matin ou quelqu'un ne fasse pas que du soir. Donc, c'est-à-dire que là aussi, on a panaché entre les binômes, et ça, c'est des discussions qu'on a eues avec les aides à domicile. On a panaché le temps de travail. Donc, sur la même semaine, en général, une salariée va faire 3 matins, 2 soirs. Et la semaine suivante, du coup, elle va faire 2 soirs, elle va faire 3 soirs et 2 matins. Et ça alterne comme ça. Et dernier élément, là, c'est pareil, mais ça, c'est, je dirais, le retour d'expérience du soin. Aux soins aux tournées, on avait possibilité d'échange des tournées avec
avec les aides-soignants. Ben là, chez les aides à domicile, aujourd'hui, on a la même chose, c'est-à-dire que les aides à domicile entre elles peuvent échanger, alors au sein du même binôme, peuvent échanger l'intervention. S'il y en a une qui était du matin, si elle préfère faire le soir, ben elle va changer avec sa collègue de travail. L'idée, c'est d'apporter plus de souplesse, d'être plus en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, vie privée, vie professionnelle. Mais ce que je vous propose, c'est que, alors en complément, on a mis des équipes volantes aussi qui viennent quand il y a des gens en repos, quand il y a des gens éventuellement absents pour formation, il y a une équipe volante qui vient assurer la complétude des plannings, mais ça, je laisserai, je dirais, le soin aux salariés d'y revenir. Je vais proposer à Valérie, du coup, de vous faire un petit topo de comment elle l'a vécu, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, quel regard elle avait sur ce métier, comment elle a vécu le changement, et puis aujourd'hui, quel regard elle a sur… voilà. Et après, je laisserai la parole à Odile, qui, elle, reviendra plus effectivement sur le rôle de la volante, ce qu'elle fait aujourd'hui dans notre organisation, et pourquoi son choix d'être volante aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas un profil de poste qui est donné à tout le monde. Donc, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Valérie. Oui, donc comme disait M. Causer, moi ce que j'ai apprécié, c'est surtout les amplitudes horaires qu'il y a une époque, il y a quelques années, où moi franchement… je suis désolée de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Ah, pardon, je parle pas plus fort. Voilà. Ah, ok. Oui, comme je disais, moi c'était les horaires, franchement j'étais épuisée. Ça pouvait être très tôt le matin, tard le soir. Franchement, moi, mon corps, il ne suivait plus, quoi. Donc, évidemment, ce qui engendre, j'étais fatiguée, râleuse, rien n'allait. Donc, c'est sûr, ce n'est pas évident à gérer tout ça. Et pourtant, j'avais mon métier, donc j'avais l'impression que, je sais pas, que personne ne me comprenait dans ce que je disais. J'avais beau dire, non, je suis fatiguée, il faudrait me diminuer. Et puis non, non, il n'y avait rien à faire parce que manque de personnel, oui, après, il faut assumer. On a des usagers à s'occuper, c'est sûr, c'est comme ça. Mais depuis qu'on a mis en place, moi, je suis beaucoup mieux. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus calme, on va dire. Plus agréable. Moins énervé. Ouais, moins énervé. J'avais tendance à être un peu trop… avant, on l'évitait. Bon, après, c'est mon caractère un peu trop dynamique des fois, mais moi, il n'y a pas photo. Quoi, que j'apprécie ce nouveau planning qui va très bien. Et pareil pour les rendez-vous. Pendant un moment, c'était presque impossible. Franchement, hein, on ne pouvait plus prendre de rendez-vous perso parce qu'à chaque fois, je vais finir mes tours à 17h, moi je prenais un rendez-vous, médical ou autre. Et non, dans l'après-midi, on m'appelait, non, il faut que tu travailles plus tard. Ah non, mais c'est pas vrai. Et c'est vrai que ça devenait conflictuel avec ma responsable de secteur aussi. Je lui dis, mais j'ai prévu un rendez-vous. Oui, là. Tandis que maintenant, au moins, c'est clair. La semaine blanche, je prends mes rendez-vous. La semaine rouge, j'en prends pas. Enfin, au moins, moi, c'est clair et net, parce qu'avant, c'était ingérable. En plus, moi, mes enfants sont grands, mais moi, je dis ceux qui ont des enfants, mais c'est pas possible, quoi. Je dis, c'est hyper compliqué de gérer justement vie personnelle et vie professionnelle. C'était même, je pense que c'était même ingérable pendant un moment pour moi. Donc, j'ai changé, évidemment, parce que maintenant, moi, ça me convient très bien. Bon, après, voilà, pour ma part, moi, merci. Mon témoignage et donc, du coup, voilà. On sent que ça a amené de la visibilité et de la stabilité sur les plannings. Mais c'est vrai que cette stabilité-là, elle est aussi permise parce qu'il y a une équipe de volantes. C'est ça, Odile? C'est ça. Si vous voulez bien nous raconter ce qui vous a amené à faire ça et ce qui vous plaît là-dedans. En 2017, 2 salariés. Et à ce jour, on est à 4 salariés volantes. Moi, c'est-à-dire de salariés qui sont en congé, en arrêt, qui travaillent le week-end, qui ont leur jour de repos. On fait tout, on assure tous les remplacements de dernière minute s'il y a besoin, sur tout secteur géographique avoisinant l'Est-de-Vape, la Bennec et tout ça. Et disons que pour moi, personnellement, j'ai un autre regard que volante de voir des usagers que je n'ai pas vus depuis 6 mois, 1 an,
et que je peux apporter, échanger avec ma responsable de proximité. Et là, qu'est-ce que j'allais dire, moins de routine pour moi. Je n'aimais pas la semaine où tous les jours savoir ce que j'allais faire, ce qu'allaient les pathologies de l'usager. J'aime bien avoir la surprise tous les jours. Et quand on a mis ça en place, les retours positifs qu'on a eus des usagers, ils disent on est heureux, quoi. Parce que tiens, Valérie en congé demain, on sait que c'est toi, Odile, ou c'est Hélène. Oui, ou, ils sont rassurés, en fait. Ils savent les quatre volantes, voilà. Ils sont rassurés, ils savent que la prestation sera de qualité, qu'ils n'auront pas une inconnue, par exemple, où il faut tout expliquer. C'est qu'à chaque fois, il y a trop de changements. Ouais. Et c'est vrai, quand j'échange avec mes collègues qui sont du matin et soir, ils me disent « Oh là là, comment vous faites les volantes à force de changer d'usager, prendre des repères ?» Mais on y arrive. Moi, j'adore. Je ne pourrais pas revenir comme Valérie, par exemple. Moi, pour le moment, je ne suis pas prête encore. Ah, moi, je suis épanouie depuis que je suis volante. J'aime bien la petite zone de confort, on va dire. Donc, j'attends encore un peu. Mais, moi, je m'épanouis. Ma responsable me sollicite beaucoup pour que je tourne plus. Mais bon, je dis, oh, on va attendre un peu. Moi, j'aime bien. Et quand ça bouge, le planning chaque jour, j'adore. Oui, mais je pense que prête à ça. Moi, je n'étais pas prête. Je râle pas, j'adore. Ouais, non, c'est quand on change trop. Donc, moi, j'aime bien les petites maisons. Ah ouais. Merci beaucoup. Moi, je m'épanouis. En tout cas, pour votre témoignage, on voit que chacun avait des besoins différents et chacun a pu avoir une réponse à ses besoins et en plus au service de l'usager. Donc, on sent que c'est vraiment vertueux. Effectivement, là, on voit bien effectivement qu'on a deux profils qui sont totalement différents, mais qui sont extrêmement complémentaires. Et pour nous, ça a été une vraie richesse quand on a travaillé sur nos organisations, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était la notion d'équipe, le faire équipe. Et c'est à travers le comité de pilotage, quand on a animé un peu toutes ces démarches, où chacun, je dirais, s'est un peu révélé. Et pour nous, ça a été entre guillemets une bonne découverte. Et du coup, ça nous a apporté effectivement un regard un peu différent selon le métier. Et puis surtout, là aussi, essayer de coller au plus juste aux aspirations des salariés. Et ça, c'était parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui n'est pas bien dans son poste, là, par exemple, si je mets n'importe quelle aide à domicile sur le poste de volante, je sais très bien que ça ne va pas le faire. Alors que pour d'autres, on sait très bien que ça peut être vraiment une opportunité de changer peut-être une routine telle qu'elle est perçue aujourd'hui par certaines aides à domicile. Merci beaucoup, Monsieur Causeur. Écoutez, merci pour cette richesse de témoignages, que ce soit vous ou que ce soit les salariés qui ont témoigné. On voit le changement entre avant et maintenant. On voit aussi deux salariés qui ont l'air épanouis dans leur travail et c'est très important d'être épanoui dans son travail. Ça fait partie de la qualité de vie aussi et c'est ça aussi qui donne envie de rejoindre un établissement. Maintenant, nous allons poser la même question à Madame Lebris, si vous voulez bien, c'est-à-dire quels leviers ont été actionnés pour favoriser l'attractivité de votre établissement. Alors du coup, je vais reprendre un petit peu comme Monsieur Causeur. Moi, je suis arrivée en 2017, donc l'EHPAD était assez récent. Il a ouvert en 2014. Ça a été une ouverture assez difficile en fait. Donc quand je suis arrivée, il y avait pas mal de tensions entre collègues et puis aussi avec les familles. Donc le premier levier a quand même été de remettre la communication au centre de l'accompagnement, que ce soit la communication avec la direction, la communication entre professionnels et la communication avec les familles. Donc déjà par des entretiens avec les professionnels individuels pour essayer de faire un petit peu un bilan et mettre des actions en place. On a mis en place quand même une démarche participative dans l'organisation et dans tous les projets qu'on peut mettre en place. Alors là, on a été aidé aussi parce qu'on a pu suivre la formation Humanitude, l'ensemble des professionnels, ce qui nous a permis de poser un cadre de travail avec des valeurs, un cadre sur lequel chaque salarié s'appuie en fait. Mais par contre, à l'intérieur de ce cadre, il y a vraiment une liberté d'agir des professionnels qui sont toujours force de proposition, qui savent faire remonter les dysfonctionnements, mais pas seulement en disant ça ne va pas, mais qui, quand il faut remonter des dysfonctionnements, font aussi
des propositions d'action. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment cette démarche participative qui, je pense, est un plus. Et puis qui, comme on disait, ça parle à l'extérieur aussi, les professionnels. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut attirer aussi après au niveau de l'établissement. On n'a pas finalisé, mais on a quand même beaucoup retravaillé notre procédure d'accueil. Mais alors que ce soit de l'entretien d'embauche jusqu'à l'embauche et l'accueil de la salariée. Donc, c'est vrai que lors des entretiens, les entretiens durent assez longtemps, quel que soit le poste qu'il y a à pourvoir. On essaie vraiment de présenter l'établissement dans toute son intégralité, que ce soit les différents postes, les horaires de travail, le salaire, toutes les valeurs qu'on porte et puis la manière de travailler qu'on souhaite. Et puis après, sur l'accueil, on a encore du travail à faire. Donc, on a quand même créé un petit livret d'accueil avec une petite lettre individuelle à chaque fois pour accueillir la personne et lui souhaiter la bienvenue. Et là, on travaille sur des périodes de tutorat un petit peu plus longues que ce qu'on avait à présent pour, comme on dit, il faut capter les personnes, il faut leur donner envie de venir et après, il faut leur donner envie de rester. Et souvent, les premiers jours peuvent être difficiles si on arrive dans un endroit où on ne sait pas ce qu'il y a à faire, on ne sait pas où trouver le matériel. On peut vite être très perdu. Donc, voilà, c'est un travail qui n'est pas encore fini, mais qui a bien avancé. Et puis, on se sert des témoignages de nos nouvelles recrues pour savoir ce qui a pu leur manquer lors de leur arrivée et voilà, ce qui a pu faire défaut pour essayer de s'améliorer au quotidien. Ensuite, on a beaucoup travaillé. On a des apprentis maintenant depuis. Donc là, c'est la deuxième. On va en avoir 2 autres qui vont être diplômés en fin d'année. Donc, ça fait à peu près 3 ans qu'on prend 2 apprentis aides-soignants. Là, on a de la chance. Pour l'instant, nos 4 apprentis étaient des agents de service qui intervenaient chez nous depuis déjà 1 an ou 2 ou des faisans en fonction. On a pu du coup former au diplôme d'aide-soignant et les 2 premières sont restées chez nous après en CDI. Voilà. Et les 2 autres aimeraient bien suivre le même chemin, donc en fonction des postes. Mais c'est vrai que c'est valorisant, que ce soit pour elles ou pour nous, de pouvoir former et de diplômer nos salariés. Donc, je pense que ça a un côté aussi un petit peu attractif, puisque les gens qui postulent parfois sur certains postes qui sont faisant fonction savent qu'il y a cette possibilité à un moment donné de rentrer en apprentissage au sein de l'établissement. On accueille aussi beaucoup de stagiaires. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour les professionnels d'encadrer. Donc, on essaye de faire des entretiens quand même avant l'accueil des stagiaires pour bien cadrer le stage. Mais on en a des répercussions. Alors, ce sera peut-être dans les résultats après, du coup. Mais on trouve qu'accueillir des stagiaires, c'est aussi faire un petit peu la promotion de notre établissement et de ce qu'on y fait. C'est faire mieux connaître les établissements et notamment les EHPAD. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très positif. Et puis, c'est valorisant aussi pour les soignants qui, comme ils me disent, ils apprennent aussi des stagiaires sur tout ce qui peut se mettre en place. Et puis, eux aussi sont un rôle de formateur et de transmission pour les futurs professionnels, pour leur donner envie aussi de venir travailler, notamment dans les EHPAD. Et puis, on a travaillé aussi, alors ça, c'est suite au Covid, on a travaillé sur la sectorisation et on a revu un petit peu les horaires. Donc, c'est vrai qu'en 2020, on a dû sectoriser en 3 notre établissement. Jusque-là, les soignants tournaient un peu sur, on va dire, 3 secteurs aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense qu'elle fatiguait en fait régulièrement toutes les semaines. Alors ça me fait penser un peu à ce que vous avez dit sur la roulante ou alors sur les personnes qui ont toujours les mêmes usagers. Là c'est pareil, certains professionnels sont contents d'être sur un secteur aujourd'hui parce qu'elles ont une meilleure connaissance des résidents, elles ont l'impression de mieux les accompagner, mieux connaître les familles, mieux connaître les habitudes. Donc elles ont l'impression de gagner du temps dans leur travail et puis de mieux le faire. Et puis, on a d'autres professionnels, comme Odile, qui préfèrent tourner sur les vacances de leurs collègues, aller en haut, en bas. Donc, voilà, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant et qu'on a pu mettre en place aussi suite au Covid, par contre, et qui a plutôt un effet bénéfique, sachant qu'elles peuvent demander à tourner à un moment donné pour éviter l'usure professionnelle aussi. Mais la sectorisation a vraiment aidé aussi, je pense, au niveau des professionnels. Et puis, on travaille beaucoup pendant le Covid, on est passé en 12 heures. Alors, autant sur une unité, notamment l'unité protégée, ça a vraiment eu des avantages et pour les professionnels et pour les résidents. Sur l'étage où on a plutôt, on va dire, un public un peu plus classique et peut-être plus dépendant, on y retravaille encore. On n'a pas trouvé encore les bons horaires de travail, mais on y travaille avec les équipes. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses.
En tout cas, on essaie vraiment de travailler, et l'Humanitude nous a aidé sur l'importance de la communication entre collègues, que ce soit voilà, entre collègues, mais aussi avec nous au niveau administratif, au niveau de la direction. Hein. C'est vrai que nos bureaux sont toujours ouverts et je pense que c'est important pour les professionnels de savoir qu'ils sont écoutés, entendus. Et puis cette démarche participative, pour moi, elle est indispensable, hein, puisque nous, on peut avoir un regard extérieur, on peut avoir les données législatives, le cadre légal, enfin voilà, plein de choses. Mais c'est eux qui sont sur le terrain, donc c'est eux qui sont force de proposition et qui peuvent nous aider dans l'amélioration de la qualité de vie au travail, je pense. Et effectivement, c'est très important de travailler sur le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Voilà, les 12 heures ont permis pour certains de gagner quand même beaucoup de temps de repos sur leur vie personnelle et c'est vrai qu'ils l'apprécient énormément. Voilà. Après, j'ai noté votre semaine blanche, semaine rouge. Alors, on n'a pas ça qui est en place, mais par contre, c'est vrai qu'on a des professionnels qui nous ont fait des propositions, notamment sur les week-ends, de pouvoir peut-être, alors elles le font de manière assez naturelle, hein, mais dire, voilà, si jamais il y a un arrêt ce week-end, appelez-moi plus tôt, moi je peux être disponible. Après, moi, il y a toujours cette notion de me dire, si vous vous rendez disponible, ce serait normal qu'il y ait quand même une contrepartie, donc c'est des choses qui sont à travailler. Mais voilà, on n'est pas encore en semaine blanche, semaine rouge, c'est pas acté, mais c'est vrai que certains professionnels en parlent de pouvoir se positionner en fait sur des week-ends ou des périodes en disant moi je suis plus dispo, j'ai pas mes enfants, j'ai pas de choses particulières. S'il y a un arrêt, appelez-moi plutôt qu'une autre collègue. Donc je pense que c'est aussi des pistes qu'on aurait à travailler et qui sont intéressantes. Je vous entends pas, Valérie. Non, moi j'allais rebondir là-dessus parce que nous en fait on a le choix de faire soit samedi dimanche. Avant c'était tout le week-end et un week-end sur deux. Et maintenant ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'on a au choix c'est samedi dimanche ou deux samedis. Parce qu'il y en a pareil par rapport à leurs enfants ou la garde d'enfants. Ils préfèrent travailler deux samedis avant leur dimanche avec leurs enfants ou inversement. Donc du coup on s'est arrangé. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, je fais un week-end dans le mois complet et on s'arrange comme ça. Mais elles peuvent faire soit deux samedis, soit un samedi et un dimanche. On s'arrange. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, nous, la convention, au niveau du travail du week-end, laisse quand même une certaine marge de manœuvre. C'est-à-dire que pour les aides à domicile, on peut être sur un week-end sur 4, un week-end sur 3, un week-end sur 2. Les soignants, on est plutôt sur un week-end sur 2 du fait effectivement des effectifs que l'on a. Donc, c'est à partir de cette notion d'un week-end sur 2, un week-end sur 3, un week-end sur 4 qu'on a retravaillé aussi, je dirais, avec les équipes. Alors, moi, je voulais revenir parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions, et entre autres sur la semaine blanche, semaine rouge, en disant semaine rouge, c'est une astreinte. Bon, alors, ce n'est pas tout à fait ça, bien que je dirais que nous, on y réfléchit quand même. En semaine rouge, les salariés ont effectivement leur planning d'intervention qui est déjà prévu, c'est-à-dire les activités qu'ils ont tous les jours. Par contre, effectivement, l'encadrement, c'est que si jamais il y a un au pied levé quelqu'un qui est absent, on va appeler une personne qui est plutôt sur la semaine rouge. Par contre, là, c'est pareil, il y a un cadre légal aujourd'hui qui s'applique, un délai de prévenance de 4 jours. Donc, les salariés ont la possibilité, même dans le cas d'une semaine rouge, de refuser si on leur propose une intervention qui n'était pas prévue initialement à leur planning. Par contre, aujourd'hui, moi, j'ai que à me satisfaire parce que personne aujourd'hui ne refuse. Ou alors la personne, quand elle refuse, elle appelle son encadrement et elle dit pourquoi elle le fait, mais c'est parce que derrière, il y a une vraie raison. Donc, les gens sont vraiment solidaires de l'équipe et puis solidaires donc il y a vraiment cet esprit d'équipe et de se dire quand je suis en semaine rouge, effectivement, je prends mes dispositions. Alors après, pour répondre, je voyais qu'il y avait une question sur l'astreinte. Effectivement, ça fait partie des réflexions que nous, on a aujourd'hui avec les élus, c'est de se dire effectivement, est-ce qu'on ne doit pas mettre des équipes d'astreinte au niveau des aides à domicile, au niveau des soignants en place? Et ça fait l'objet d'autres dispositions. Il faut voir comment on peut faire. Après, il y avait une autre question sur la volante. Alors, la volante, il ne faut pas croire, elle n'est pas corvéable à merci, comme certains ont pu peut-être l'entendre avec nos propos. C'est-à-dire que la volante, elle a son planning, pareil, ça peut être plutôt à dominant le matin, plutôt à dominant du soir. Alors forcément, son planning va changer, c'est-à-dire que son planning ne va pas être régulier, mais il y a tout un droit du travail qui s'applique et on applique aussi ce planning, le droit du travail au niveau des volants. La seule chose, effectivement, mais c'est du fait des 4 personnes que l'on a là,
elles sont peut-être un peu plus disponibles, effectivement, sur des tranches horaires qui sont un peu plus. Mais ça se fait toujours en accord, sachant que nous, ce qu'on a souhaité, c'est que les équipes de volants ne viennent pas, je dirais, ne soient pas corvéables à merci, ne viennent pas remplacer au pied levé tous les salariés, parce que du coup, ça deviendrait vite intenable. Et je pense que si on appliquait effectivement ce remplacement au pied levé du matin au soir, du soir au matin, je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait plus du tout de volantes dans nos équipes. Donc, c'est vraiment effectivement comment on travaille. Alors, et je reviens sur ce que disait Mme Lebris aussi, sur cet aspect participatif. Aujourd'hui, il est hyper important. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, dans nos organisations, moi, ce que je vois en tant que directeur, c'est que si on ne met pas de la communication, si on ne met pas de l'échange, aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir une organisation qui descend du haut vers le bas en disant aux gens, vous faites, parce que globalement, du coup, les gens, effectivement, ne s'y retrouvent pas, ne restent pas, turnover, avec les difficultés qu'on a aussi de recrutement, forcément, du coup, ça accentue un peu la pénibilité que l'on a avec l'ensemble des salariés. Donc, c'est pour ça, pour moi, ces éléments, ils sont hyper importants, la communication, l'échange, le faire équipe avec l'ensemble des salariés, que ce soit direction, encadrement et un personnel de terrain. Merci beaucoup pour les réponses aux questions qu'il y avait sur le chat. On a une question pour vous, Madame Lebris. Au niveau de la sectorisation, si un professionnel doit changer de secteur, par exemple pour absentéisme, les professionnels ne sont-ils pas trop perdus s'ils ne connaissent pas les résidents? C'est déjà arrivé. Après, on a la chance, même si on n'est pas un gros établissement, que les aides-soignants ne sont jamais toutes seules en fait. Donc, le matin, elles sont 4 à l'étage, 3 au rez-de-chaussée. Donc, c'est vrai que si jamais il y a une absence et que quelqu'un doit monter ou descendre, il y a quand même d'autres professionnels sur le secteur qui connaissent très bien les résidents. Après, elles font quand même régulièrement des temps communs sur des activités. Donc, même si elles ne connaissent pas les habitudes précises des résidents, elles ont quand même une connaissance souvent des résidents, notamment pour ceux qui sont en permanence. Ceux qui sont en temporaire, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'ils sont là sur des courts séjours. Mais les gens qui sont là en permanent depuis longtemps, que les professionnels travaillent sur unité protégée ou en haut, ils se connaissent. Après, on a quand même l'outil NetSoin. Et puis, quand on fait appel à des intérimaires ou à des remplacements au dernier moment, on est aussi dans dans la même situation. Après, sur les lieux veillés, il y en avait un que je n'avais pas cité, c'est qu'on a commencé cette année quand même à essayer d'intervenir dans les IFAS et puis auprès de l'AFPA aussi. Donc, on a des professionnels agents de service qu'on fait jurer et puis des professionnels aides-soignantes qui sont allés à l'IFAS qui est proche de chez nous. C'est vrai que ça permet de faire connaître aussi l'établissement, à elles de sortir de l'établissement, donc ça leur fait le plus grand bien, de voir ce qui se passe, de voir comment se passe un juré. Et c'est vrai qu'on a plutôt eu des retours positifs de nos professionnels. Après, on espère aussi que ça permettra de faire connaître l'EHPAD auprès des futurs soignants. C'est vrai que c'est un travail dans les leviers qu'on n'a toujours pas actionné parce qu'on n'est vraiment pas bon là-dessus, mais je pense que c'est beaucoup d'EHPAD ou de services à domicile qui sont comme ça. C'est sur la communication extérieure. On ne sait pas se vendre, en fait. Il se passe plein de belles choses dans nos structures, je pense qu'à domicile aussi, dans les établissements, mais on ne sait pas les valoriser comme il faut. On sait pas, on parle souvent de nos établissements dans les médias quand il y a des soucis, alors que dans la majorité des structures, il se passe plein de belles choses avec les résidents, avec les familles. Et alors, je ne sais pas si c'est un manque de temps, si on n'est pas compétent en la matière. Mais en tout cas, c'est dommage parce que je pense que on aura tous un gros travail à faire pour montrer tout ce qui se passe dans nos établissements et donner envie aux professionnels d'y venir. On a souvent des stagiaires qui sont très surpris, que ce soit des stagiaires infirmiers ou aides-soignants, qui viennent en EHPAD un peu à reculons et puis qui sortent de là, qui disent finalement, je travaillerais bien en EHPAD. Donc voilà, je pense qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Très bien, ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Du coup, le temps passe vite. Vraiment, tout ce que vous dites est passionnant et je vois que ça génère beaucoup de questions dans le chat. Donc, c'est très frustrant de vous demander de passer à la suite, mais on va respecter le temps de chacun. Donc, la question est pour vous, Madame Lebris. Suite à ces leviers que vous avez actionnés, quels résultats vous en tirez, quels enseignements aussi, logique de retour d'expérience et aussi ce qu'on garde pour la suite peut-être. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine fidélisation de nos salariés. Après, il y a toujours un petit peu de turnover, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui, pour moi, est normal dans nos structures. Enfin, moi-même, je
toujours aimé depuis que que je travaille, changer d'établissement et au bout d'un moment de voir de nouvelles choses. Donc, on a des professionnels qui sont partis, mais on les a accompagnés parce que parfois, c'est des changements d'orientation ou autre. Donc, voilà, c'est le cours de la vie. Ce n'est pas quelque chose, quand ce n'est pas tout le monde qui part tout le temps, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète en soi. Par rapport aux stagiaires, c'est vrai qu'on a fait un gros travail d'accompagnement des stagiaires. On a quand même beaucoup demandé à nos soignants sur leur accompagnement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de stagiaires qui viennent travailler sur les vacances, sur les week-ends, sur les vacances scolaires. Donc, c'est quand même des professionnels qui ont été formés par les professionnels ici, qui connaissent l'établissement. Et ça, c'est plutôt un résultat positif. Donc, on a beaucoup de stagiaires qui nous déposent leur CV à la fin de leur stage. Pour voilà, les week-ends, les fériés, les petites vacances et la période d'été. Donc, c'est vrai que sur ces périodes-là, en fait, on n'a pas de souci de recrutement, sur tout ce qui est petites vacances et vacances, enfin, les grandes vacances. Après, on a fait un gros travail quand même depuis 5 ans sur l'accompagnement des résidents et sur la qualité de vie au travail. Et voilà, on commence à avoir des échos quand même de l'extérieur sur l'EHPAD Les Champs-au-Duc. Donc voilà, c'est vrai que le bouche à oreille, comme disait M. Causer, fait beaucoup dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut toujours être vigilant. Alors ça, l'EHPAD a été construit comme ça, mais c'est vrai qu'on a une belle chance au niveau de l'architecture de l'établissement. C'est vrai que je pense qu'entre 2 établissements qui vont proposer le même accompagnement, le même salaire, la même organisation, on a la chance d'avoir un établissement relativement neuf où c'est très agréable de travailler, il est lumineux. Voilà, donc je pense que c'est quand même un plus aussi. Et puis, ça aussi, le fait qu'on ait les lignes de bus à côté et en termes de recrutement, notamment parfois les jeunes de 18-19 ans qui n'ont pas le permis, par rapport à d'autres collègues de la mutualité qui ont des établissements dans des milieux un peu plus ruraux, on a quand même beaucoup plus de facilité le fait d'être en ville parce que l'accessibilité est quand même très confortable et très facile. Après, voilà, je pense que les difficultés vont rester les mêmes, c'est qu'il va falloir toujours se renouveler. On a une évolution du public, on voit qu'on accueille des personnes qui arrivent de plus en plus dépendantes à l'établissement et de plus en plus de demandes pour des personnes avec des troubles cognitifs qui demandent quand même un accompagnement particulier. Les salaires, même si on en a parlé tout à l'heure, qu'il n'y avait pas que la rémunération, mais ça joue quand même. Et puis nos horaires atypiques, même si aujourd'hui on essaye vraiment de travailler sur nos organisations pour pouvoir pallier la vie de famille et la vie professionnelle. C'est quand même des horaires où on commence tôt le matin, où on peut finir tard le soir, où on travaille les week-ends et les jours fériés. Et c'est vrai que comparé à d'autres métiers où on peut avoir le même salaire mais ne pas avoir ces contraintes-là, voilà, on peut quand même être en concurrence. Et puis aujourd'hui, on a une grande concurrence entre nous, établissements, puisqu'on a tellement de difficultés à recruter que voilà. Surtout sur cette dernière période. C'est vrai que moi, jusqu'à il y a 1 an, je n'avais pas trop de difficultés. C'est vrai que depuis quelques mois, alors, je ne sais pas si c'était le Covid, je ne sais pas quelle est la raison, mais on a beaucoup moins de CV qu'il fut un temps. Alors, merci Madame Lebris pour ces éléments d'enseignement. Je vais poser la même question donc, à l'équipe d'Amadeus et peut-être d'abord Valérie et Odile, vous pouvez nous partager justement quel bilan vous faites à la fois pour vous Valérie de ce changement du matin-soir et du binôme et puis pour vous Odile aussi ce bilan sur la mise en place des équipes volantes pour vous et pour vos collègues aussi. Moi, en ce qui me concerne, je vous dis, une qualité de vie, je suis beaucoup plus libre, je trouve mes rendez-vous extérieurs, donc c'est beaucoup moins de fatigue, l'amplitude horaire était beaucoup trop importante avant, donc moi je trouve que c'est tout bénef, puisque du coup, le matin, si on commence plus tard, on peut profiter, on peut se reposer, et puis... Donc, franchement, moi, je n'aimerais pas revenir en arrière là-dessus, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant, l'histoire du matin, soir, au moins, il n'y a pas de souci. Puis, il y a un roulement, ce n'est pas toujours les bonnes. Donc, comme ça, il n'y a pas d'histoire, c'est chacun son tour. Et ça, moi, je trouve bien. Je ne reviendrai pas en arrière. C'est vrai qu'avant, vous râliez, ouais. C'est toujours du soir. Oui, souvent, on râlait. Oh, c'est encore moins du soir. Au moins, maintenant, c'est clair et net. Il n'y a plus d'histoire. Chacun fait sa part du soir et chacun fait sa part du matin. Donc, je trouve que c'est équitable. Et pour les semaines
qui sont rouges ou blanches, et ben pareil, au moins on sait où on va, on sait quelle semaine on peut s'organiser. Et puis la semaine où éventuellement, oui, il y a bien des semaines où on ne prévoit pas. Tu regardes? Des fois, oui, moi je regarde. Moi je regarde. Pour mes rendez-vous, je veux dire. Pour la semaine rouge. Pour la semaine rouge, j'évite. Moi, une fois, il n'y a pas longtemps, je rentrais à midi tranquillement, manger. On me rappelle et on me dit, Odile, t'as pas oublié d'aller chez un usager en urgence? C'était pour le repas. Ah bon? Et ça n'arrivait pas sur mon planning. Du coup, on m'a dit, tu peux revenir, hein? Tu dois aller travailler chez ce monsieur à midi un quart. Tu es en semaine rouge. Oh, ah oui, d'accord. Oui. Moi, je ne fais pas attention. Ah ouais, moi aussi, ça fonctionne bien. Bon. Après, chacun... J'ai quand même fait l'intervention, mais bon. Il a mangé, ce monsieur, mais un peu à précipitation, quoi. Un quart d'heure de retard. Voilà. Merci. Monsieur Causeur, peut-être un bilan du coup plus macro sur les choses mises en place. Le bilan, alors je vous ai mis un slide qui représente une partie de l'enquête que l'on a faite en mois de mars 2021. Simplement parce que l'expérimentation s'est faite pendant l'année 2020, malgré le fait qu'il y ait le Covid, on a réussi quand même à mener à bien le projet. Et donc, au mois de mars, on a fait une réunion, une plénière, comme on dit, avec le comité de pilotage et l'ensemble des aides à domicile concernées, à qui on leur avait demandé, effectivement, on les avait soumis, je dirais, un questionnaire avant. Et puis, voilà, ce qui ressort un petit peu aujourd'hui. Alors, bien sûr, tout n'est pas en vert. Le directeur que je suis aurait aimé qu'on soit avec divers partout, mais ça montre bien, effectivement, que les organisations à l'instant T, on s'adapte aussi, je dirais, aux usagers, enfin aux salariés que l'on accompagne autour de cette organisation du travail, mais aussi que aussi peut-être que certains ne se retrouvent pas non plus, et ce qui explique aussi que même si on a fortement diminué le turnover, il reste un peu de turnover dans les équipes. Moi, ce que j'y vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place aujourd'hui qui c'est un satisfecit, que ce soit le travail du week-end, que ce soit la planification des week-ends, que ce soit même l'organisation des semaines blanches, semaines rouges, l'organisation du travail en binôme, parce que souvent on dit que les aides à domicile, c'est un travail isolé et qu'elles sont en face à face avec l'usager, mais qu'elles travaillent toutes seules. Là, on voit bien effectivement qu'avec des organisations différentes, on arrive à changer, je dirais, la vision que l'on a du métier. Globalement, moi, ce que j'ai vu, c'est que d'abord, la diminution des amplitudes de travail, il y a eu vraiment un impact sur les salariés, sur la façon dont ils abordaient leur métier, sur comment ils étaient aussi, même au sein de la structure, quand nous, on pouvait les voir. Ça s'est traduit rapidement par une diminution de l'absentéisme sur l'ensemble de ce secteur. Et là, pas plus tard que en 2020-2021, si on compare les chiffres, uniquement sur le secteur de l'Esnavin-Pla-Bennec, on a diminué l'absentéisme de 16%. Alors, quand je dis l'absentéisme, c'est l'absentéisme principalement lié à l'arrêt maladie. On l'a diminué de 16%. Pourtant, Dieu sait si 2020 était déjà une année blanche, une année, je dirais, avec moins d'arrêts, parce que comme il y avait eu le Covid, il y avait aussi un certain nombre d'activités partielles qui avaient été mises en place, des salariés qui étaient moins de charge de travail, puisqu'on avait moins d'activités. Mais l'un dans l'autre, on voit bien qu'entre 2020 et 2021, on a encore gagné. Alors, on a aussi optimisé tout ce qui est déplacement des salariés, et ça, c'était aussi un élément, je dirais, en termes de pénibilité qui revenait souvent. On a une meilleure gestion des véhicules. Alors, pour répondre à une des questions que j'ai vues tout à l'heure rapidement sur les véhicules, nous, on a un pool de véhicules au niveau du service de soins infirmiers, mais qu'on met à disposition des aides à domicile quand c'est possible. Et on a aussi un petit pool de véhicules pour les aides à domicile, alors principalement les volantes qui ont souvent un véhicule, parce que c'est elles souvent qui parcourent effectivement le plus de kilomètres dans la journée. Et quand on a un véhicule disponible, il est attribué aux aides à domicile qui font le plus de kilomètres dans leur journée ou dans leur demi-journée. L'augmentation du temps de travail, le fait effectivement de diminuer, de mieux rationaliser l'activité, on a augmenté effectivement le temps de prestation directement chez les usagers. L'exemple frappant, c'est de mémoire décembre 2020, avec la même effectif, on faisait à peu près 1900 heures qui étaient prestées au domicile. Mars 2021, avec exactement la même équipe, on prestait 2400 heures. Donc, on voit bien effectivement que aussi pour la structure, du coup, c'est intéressant.
Le turnover, j'en ai parlé, même s'il n'est pas à zéro, il est fortement diminué sur ce secteur. Sur ce secteur, moins de difficultés à recruter, même si ça reste, je rejoins ce que dit Mme Lebris, même si ça reste effectivement compliqué dans notre secteur d'activité. Voilà, donc du coup, moi, au bilan, c'est vraiment un secteur beaucoup plus attractif à différents niveaux, ce qui nous amène du coup à lancer des expérimentations un peu tout azimut sur différents secteurs, d'autres secteurs sur lesquels on intervient, mais là, c'est pareil avec d'autres projets, avec entre autres des projets d'équipe totalement autonomes au niveau des aides à domicile. Un autre secteur où on va encore aller plus loin dans la